plus dans nos mains. Vous remercier et vous encourager, tous ensemble décidons de chanter. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h30. On va parler de tout ce qui s'est passé dans l'actualité sportive de ce week-end, de la semaine. Enfin bref, vous avez compris, c'est le sport qui est au programme ce soir. Vous êtes bien sur Shalom Besançon, vous pouvez nous écouter sur le 99.5 et également sur radioshalombesançon.com. Alors au programme ce soir, on va revenir sur la Ligue 1 et la 4e journée, sur la Ligue 2 également la 4e journée et la page consacrée au FC Sochaux Montbéliard qui recevait Rodez. On verra ce qui s'est passé du côté du stade Auguste Bonal. On va parler également c'est un petit coup de national, on va parler National 2, National 3, mais il n'y en avait pas de National 3 avec la National 2. National 3, les clubs étaient en Coupe de France, on y reviendra avec Frédéric Fitch qui nous fera un compte-rendu détaillé de tout ce qui s'est passé sur les terrains de ce week-end. On parlera également handball avec le SBF qui disputait un match cette semaine, c'était ce mercredi du côté du Palais des Sports. On reviendra sur ce qui s'est passé en entendant les réactions. On va aussi également s'intéresser toujours au handball et on va regarder ce qu'ont fait les équipes de Palante qui est en National 1 et également la réserve de l'ESBF. Également, on parlera des garçons avec le Grand Besançon de handball. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est toute l'actualité sportive en France et en Bourgogne-Franche-Comté. Bonsoir Fred, comment ça va ? Alors attends, je regarde si c'est le bon micro. Vas-y, Est-ce là. que c'est bon? C'est bon. Parce Ça que va? j'ai inversé les micros, donc c'est pour ça. Bonsoir à tous, comment ça va? Ben écoute, ça va bien. Bon, là, ça fait un petit peu de bruit parce que en période de Covid, forcément, on protège les micros. Donc, avec du matériel adéquat, je ne sais pas, mais enfin, on fait un peu comme on peut. Et bien évidemment, il faut mettre les masques et se protéger avec la distanciation, n'est-ce pas, monsieur Fitch? Tout à fait. On est bien à distance. On est bien à là. distance, oui. On est à plus d'1 mètre, on est pratiquement à plus de 2 mètres. Hein. Bon, après, dimanche sportif que j'ai eu, puisque j'étais du côté d'un match de Coupe de France, que je vous parlerai tout à l'heure. Donc, tu nous parleras tout à l'heure. Tu étais du côté du Racing Besançon, qui était du côté de l'AS Foucheron. Dans du Jura, bien sûr, hein, à côté de Dole. On regardera tout ce qui s'est passé ce week-end. Bon, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé sur les terrains, mais là, on va parler des championnats étrangers. On va regarder ce qui s'est passé du côté de la Première Ligue, où c'était la 2e journée ce week-end, avec tous les résultats. Everton qui avait battu donc West Bromwich 5-2. Leeds United en a fait de même face à Fulham 4-3. Crystal Palace est allé battre Manchester United 3-1, surprise. Arsenal a battu West Ham 2-1. On a également Tottenham qui est allé battre Southampton 5-2 avec un quadruplé pour, je sais bien le prononcer, Heung Min Son, 73e, 64e, 47e et 45e minute de jeu. Brighton est allé battre Newcastle 3-0 avec un doublé du français Neil Maupay, 4e sur penalty et 7e minute de jeu. Liverpool est allé battre Chelsea 2-0. Un doublé justement pour Sadio Mané, le Sénégalais. D'ailleurs, comme on parle du Sénégal, je ne vous l'ai pas annoncé tout à l'heure, mais il y a le karatéka bisontin Fodé Ndao qui va venir dans notre émission un petit peu plus tard, vers les coups de 19h, 19h10, et on reviendra avec lui sur son actualité et tout ce qu'il fait justement du côté du karaté. C'était une petite parenthèse avec Leicester City qui est allé battre Burnley 4-2. Au classement, Leicester City est en tête avec 6 buts, suivi d'Everton, Arsenal, Liverpool et Crystal Palace. J'ai dit quoi ? 6 buts. J'ai dit 6 buts, 6 points. 6 points. Oui, c'est mieux. Quoique, tu me diras, vu les scores, ils auraient pu aussi en mettre 6. Oui, bien sûr, ce ne sont pas des buts, mais des points. Avec en 18e position, on retrouve Fulham, 19e Southampton et 20e West Bromwich. Au classement des buteurs, Calvert-Lewin, Everton est en tête avec 4 buts, suivi de Son de Tottenham, forcément avec son quadruplé, et 4 buts également.
On va refermer la première ligue, direction, là on va carrément à l'opposé, direction la Liga, où c'était la deuxième journée ce week-end, avec tout d'abord ce qui s'est passé donc ce dimanche, avec Villarreal qui a battu Eibar 2-1, Retafe qui a battu Osasuna 1-0, le Celta Vigo a battu le FC Valence 2-1, Cadix est allé battre Huesca 2-0, Grenade a battu Alaves 2-1, le Betis Séville a battu le Real Valladolid 2-0, et pas de but entre la Real Sociedad et le Real Madrid. C'était le grand format à partir de 21h. Au classement, enfin il y aura encore un match ce soir, non il n'y aura pas de match, ce sera le début de la troisième journée ce 25 septembre. Et au classement, on a en tête Grenade qui est en tête avec 6 points, suivi du Betis Séville, deuxième avec 6 points, troisième Villarreal avec 4 points, le Celta Vigo à 4 points également, cinquième Osasuna 3 points, et en bas de classement on retrouve 18e Levante, Alaves, l'Athletic Bilbao, enfin on pourrait remonter de la 14e place où il y a actuellement l'Atlético Madrid avec 0 points, le FC Barcelone 0 points, Séville, le FC Séville avec 0 points, Elche, Levante, Alaves, l'Athletic Bilbao avec 0 points également. On va clore cette Liga en vous donnant juste le buteur qui est en première position. C'est Aspas de Celta Vigo avec 2 buts et Gomez du FC Valence 2 buts. Et Valero du FC Valence également avec 2 buts. Du côté de l'Allemagne, on va dire que ça a été la journée du carton, si on peut dire. Ça a commencé déjà très fort. C'était la première journée ce week-end avec tout d'abord ce vendredi le Bayern Munich qui a, on va pas dire explosé parce que 8-0, il n'y a plus de mots, face à Schalke 04 avec un triplé pour Serge Gnabry à la 47e, 59e et également 4e minute de jeu. Donc forcément, la Bundesliga plutôt commençait sur des bons, a été lancée sur des bons rails. Ensuite, on va retrouver ce samedi l'Eintracht Francfort et l'Arminia Bielefeld qui font un but partout. Augsbourg est allé battre l'Union Berlin 3-1. Fribourg est allé battre Stuttgart 3-2. Le Hertha Berlin est allé battre le Werder de Brême 4-1. Hoffenheim est allé battre le FC Cologne 3-2. Le Borussia Dortmund a battu Gladbach 3-0. Le RB Leipzig a battu Mayence 3-1 et Wolfsburg de Maxence Lacroix. Et on peut associer aussi également Jérôme Roussillon, 2 anciens Sochaliens, qui se retrouvent dans le club allemand, a fait match nul 0 partout contre le Bayer Leverkusen. Au classement, on va retrouver le Bayern Munich en tête avec 3 points. Il y a plusieurs équipes avec 3 points. Le Hertha Berlin, Dortmund, Augsbourg, Leipzig, Hoffenheim, Fribourg. Et puis en bas de classement, depuis la 12e place, Cologne, Stuttgart, Mayence, l'Union Berlin, Werder de Brême, Gladbach et Schalke 04 sont à 0 points. Forcément, au classement des buteurs, Gnabry est en tête avec 3 buts, Kramaric d'Hoffenheim avec 3 buts et Haaland de Dortmund avec 2 buts également. On va s'intéresser cette fois-ci au calcio, direction l'Italie, avec tout d'abord la première journée qui est un peu morcelée, car elle avait lieu aussi ce samedi, avec l'Hellas Vérone et l'AS Rome qui font match nul 0 partout. La Fiorentina a battu le Torino 1-0. Le Genoa a battu Crotone 4-1. Naples est allé battre Parme 2-0. Sassuolo et Cagliari font match nul 1 but partout. Et la Juventus Turin a battu la Sampdoria de Gênes 3-0 avec un but de Cristiano Ronaldo à la 88e minute de jeu. Et il restera une rencontre ce lundi 21 septembre avec à 20h45 le Milan AC qui recevra l'équipe de Bologne au classement des buteurs. Simeone de Cagliari avec un but, Rivière de Crotone un but, Emmanuel Rivière, et puis Castrovilli Fiorentina avec un but également. Bon, tu avais suivi un petit peu les différents championnats étrangers, Fred, ce week-end? Non, pas tellement, non. Plutôt championnat de France. Pas tellement. Non, j'étais plutôt avec le championnat de France, plutôt. Bon, t'as raison. Eh écoute, moi je te propose de s'intéresser au championnat de France, car il n'y avait pas de D1 féminine, on voulait en parler un peu, mais il n'y avait rien au programme ce week-end. Et on va maintenant... Ça fait du bien de reprendre un de service après 3 semaines d'absence, après la trêve internationale, et puis... Et oui, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de trêves internationales, car il y en aura en octobre aussi, en octobre et en novembre aussi. C'est ça, car c'est la Ligue des Nations qui a lieu actuellement. Enfin, on vous en reparlera, mais, donc oui, c'est très bientôt d'ailleurs, la prochaine journée en plus. C'est très bientôt en plus. Donc, tu connais la date? Je vais rectifier, ouais, je vais vérifier. Puis tu nous le diras tout à l'heure. On va maintenant s'intéresser à la Ligue 1 Uber Eats. C'est parti.
C'est parti pour la Ligue 1 Uber Eats avec cette 4e journée. Et on va commencer par la rencontre qui avait lieu Voilà, ça fait vraiment du bruit. Hein. Je vais essayer de pas trop bouger. Bon, pour tout vous dire, on a mis un sac sur le micro, hein, bien évidemment. Un sac de congélation, enfin, un peu comme on peut. Mais je trouve que c'est bien pratique. Après, c'est sûr que ça fait un peu, peut-être quelques échos ou quelques vibrations qui ne sont pas forcément très, très sympas. On va commencer cette Ligue 1 avec tout d'abord le match avancé qui avait lieu ce 18 septembre à 21h. L'Olympique lyonnais recevait l'équipe de Nîmes Olympique, une équipe de Nîmes Olympique qui venait défendre aussi ses chances face à l'Olympique lyonnais. Et finalement, pas de but dans cette rencontre, un match un petit peu soporifique. Et on s'est quand même un peu ennuyé en regardant cette rencontre. Les Lyonnais n'ont pas réussi à percer le verrou nîmois. Et finalement, Lyon, pour le moment, patauge un petit peu, si on peut dire. On va écouter la réaction de Rudy Garcia qui revient sur le fait, surtout le manque de réalisme le manque de réalisme offensif de son équipe. Et Jérôme Arpinon qui lui dit simplement on a pris un bon point face à une grande équipe. Il faut rappeler que Lyon est arrivé en demi-finale de la Ligue des Champions. On les écoute tous les deux. 3 matchs où on a les occasions dans les 10 premières minutes pour ouvrir le score. À Bordeaux 2 fois, à Montpellier, même si on a frappé sur le poteau. Et aujourd'hui, 2 grosses occasions qu'il faut transformer. Voilà, parce que on manque de réalisme offensif en ce moment. Et contre des équipes qui jouent tous derrière et bloc bas, si on ne marque pas vite, on a le même scénario tout le match où il faut trouver les solutions. Donc c'est d'abord de notre faute. Parce que bien évidemment, on aurait dû... trouver les solutions et encore une fois concrétiser les situations qu'on a eues sous peine de ne pas gagner comme c'est le cas ce soir. Les mêmes mots que les 2 matchs précédents surtout, voilà, puisqu'à Bordeaux on n'a pas marqué et à Montpellier il nous a fallu beaucoup de situations pour marquer la barre. Donc il va falloir qu'on soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus réaliste sur le plan offensif. Souvent on cherche des solutions pour avoir les occasions, mais les occasions, on les a. Donc maintenant, il faut les mettre dedans si on veut prendre 3 points à l'avenir. Et ce sera très important de le faire à Lorient, puisqu'on a perdu 2 points ce soir. Oui, j'ai trouvé que ceux qui avaient joué les 2 précédents matchs étaient fatigués. D'ailleurs, c'est ceux qui sont sortis. Et je dirais qu'heureusement qu'il y avait du sang frais dans l'équipe aujourd'hui. J'oublie pas que... C'est pas des excuses, encore une fois, même dans ces situations-là, on aurait dû gagner ce match-là. Ouais, c'était important de bien défendre aujourd'hui face à une très belle équipe de Lyon, avec beaucoup de maîtrise technique. Voilà, il fallait très peu laisser de profondeur, parce que le moindre ballon dans le dos, il est exploité à la perfection. Donc on a défendu assez bas, on a densifié le milieu, on a travaillé les centres, parce que c'est une équipe qui centre beaucoup. Voilà, on a bossé cette semaine, on est content, le travail paye. On a été récompensé. C'est pas le plus beau match du Nîmes Olympique qu'il a eu fait. Aujourd'hui, on n'a pas perdu. On a pris un point à Lyon, qui est une grande équipe, je le répète, qui fait quand même demi-finale de la Ligue des Champions. Donc ça reste un match référence défensivement. Ça, c'est clair. Un match référence pour Jérôme Arpinon et cette équipe du Nîmes Olympique. On va maintenant regarder ce qui s'est passé sur les rencontres qui avaient lieu ce samedi. La première avait lieu à partir de 17h. Le Racing Club de Lens, qui marche très bien en ce moment, recevait l'équipe de Bordeaux. Et victoire des Lensois, 2-1 dans cette rencontre. Les buts marqués par Ganago à la 47e minute de jeu, avant que Gaël Kakuta sur pénalty n'augmente l'avance pour les Lensois, 59e. Et Bordeaux va réduire le score en fin de partie grâce à Samuel Kalou, 90e minute de jeu, mais ça ne suffira pas pour au moins ramener un point pour les hommes de Jean-Louis Gasset. On va écouter tout de suite Franck Hayes, le nouvel entraîneur de cette équipe de Racing Club de Lens, qui lui retient le plaisir de cette victoire. Et Jean-Louis Gasset, lui, dit simplement cette défaite est pour moi, j'ai voulu être offensif et apparemment il se serait trompé. Franck, beaucoup de plaisir, vu des tribunes, j'imagine sur le banc aussi, et pas seulement parce qu'il y a une victoire au bout. Hein.
D'abord quand même parce qu'il y a une victoire. Ensuite aussi parce qu'on a, on va dire, assez maîtrisé le match dans son ensemble, aussi bien dans notre capacité à récupérer vite et haut le ballon que dans la façon dont on a joué et dont on s'est créé pas mal d'occasions et de situations. Donc ouais, beaucoup de plaisir, mais bon, quand on est coach, je retiens toujours le plaisir de la victoire parce qu'on fait ça, on fait ce métier-là pour gagner des matchs. Et quand ils sont plutôt maîtrisés et que la victoire est logique, et que le travail que l'on fait au quotidien et que les joueurs font, quand on le revoit sur le terrain, c'est sûr que c'est plaisant. On sait que dans le foot, tout peut arriver, que c'est jamais gagné avant le coup de sifflet final, et pourtant on a l'impression de ne pas avoir vraiment tremblé aujourd'hui. Non, c'est un peu comme à Lorient le week-end dernier où on n'a pas du tout l'impression de trembler, sauf que le résultat, on finit qu'avec un but d'écart, et c'est les choses qu'on doit encore aller chercher, parce que c'est des matchs qui doivent être totalement pliés, même si on n'a pas craint longtemps, parce que le but est arrivé très tard. Mais ce sont des matchs qu'on doit totalement, je pense, plier et pas se faire. Allez, je ne vais pas dire peur, parce que c'est pas le terme, mais encaisser de but, parce que c'est toujours bien aussi de ne pas prendre de but, surtout qu'on a concédé que des situations sur ce coup de pied arrêté. Je viens de dire à vos confrères que le principal fautif de cette défaite, c'est moi. J'ai été peut-être un peu ambitieux de vouloir mettre une équipe offensive pour gagner à Lens. Ce que je ne savais pas, c'est qu'on allait être battu dans l'envie, dans les duels, dans l'investissement. Et qui plus est dans la technique, parce que techniquement, on a fait des erreurs de gamin. Donc, je me suis trompé, ça arrive. On va remettre le bleu de chauffe pour travailler. On a 2 matchs à domicile. Et il va falloir faire penser que c'est un accident parce que c'était trop gros pour être vrai. Oui, il faut de l'envie dans le sport, dans le foot en règle générale, mais dans le sport en particulier. Et c'est vrai que Jean-Louis Gasset reconnaissait peut-être une erreur, mais bon, le fait d'être offensif, pour moi, je trouve pas que c'est une erreur. Au contraire, aller de l'avant, c'est toujours plus constructif que d'attendre. Donc, il a essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, mais peut-être que la prochaine fois, ça marchera. Il ne faut pas oublier qu'il avait rappelé il n'y a pas très longtemps que c'était une année de transition pour cette équipe de Bordeaux. Donc il faut attendre et le travail paiera car c'est un excellent entraîneur. On va regarder ce qui s'est passé direction Rennes cette fois-ci. Rennes qui a bien débuté ce championnat, qui recevait l'équipe de Monaco. Et pourtant ça part mal pour le Stade Rennais avec ce but de Wissam Ben Yedder à la 28e minute de jeu, son premier en Ligue 1 cette saison. Monaco mène alors 1-0 et pourtant tout va se décanter en fin de partie, tout d'abord avec le but de Steven Nzonzi, 81e minute de jeu. Et c'est Truffert à la 90e qui va inscrire le second but pour cette équipe de Rennes et surtout qui donne la victoire pour son premier but en professionnel. Eh bien, le latéral de cette équipe de Rennes offre la victoire à Julien Stéphan qu'on va écouter. Il revient justement, vous avez écouté, sur le jeune Adrien Truffert, auteur d'un but et surtout d'une passe décisive pour son premier match en pro. Vous allez me dire, c'est pas si mal pour un début. En tout cas, il va s'en rappeler, comme souvent pour les jeunes joueurs, quand ils rentrent en cours de jeu ou qu'ils sont titulaires d'entrée et qu'ils arrivent à marquer des buts ou à faire marquer. Et vous allez écouter également le monégasque Ruben Aguilar qui lui dit on a produit une première mi-temps de très haut niveau et ensuite en seconde période ça a été forcément plus compliqué. Oui, mais pas qu'une fin de match, je trouve, une deuxième mi-temps. On a pris un ascendant certain sur cette équipe monégasque en étant très haut sur le terrain, en réussissant à les acculer dans leurs 30 derniers mètres, en récupérant les ballons rapidement et en mettant beaucoup de monde aussi et de plus en plus de monde sur leur ligne défensive. Voilà, donc j'ai trouvé la production des joueurs à la fois intense et courageuse dans ce qu'on a réussi à proposer. Ensuite, oui, il y a la blessure de Fétou en fin de première mi-temps. Je vous avais dit cette semaine qu'on ne cherchait pas de latéraux gauche, qu'Adrien était là, qu'il avait fait une bonne préparation, qu'on comptait sur lui aussi pour lui permettre de saisir les opportunités lorsqu'elles se présenteraient. Il se trouve qu'elle s'est présentée ce soir, cette première opportunité pour lui. Il a été ultra décisif grâce à sa qualité de centre, à sa qualité de frappe, mais je trouvais aussi qu'il était rentré avec beaucoup de personnalité. C'était pas simple, parce qu'on a affronté une vraie belle équipe de Monaco. Et rentrer dans ces conditions-là, pour lui, pour une première, c'était pas évident. Il a montré beaucoup de qualité. Beaucoup de déceptions
période que vous étiez beaucoup plus bas, que vous avez beaucoup plus subi. Ouais, c'est clair, en première période, on a fait vraiment de très très belles choses. Physiquement, dans l'intensité, dans les duels, même collectivement, on était tous présents. En deuxième mi-temps, on savait qu'on allait être bousculé, ça a été le cas. Mais voilà, c'est dommage, on a joué face à une très belle équipe. Mais honnêtement, je tiens quand même à féliciter mes coéquipiers, même si on a perdu. La première mi-temps était vraiment de très très haut niveau et voilà, c'est dommage qu'on reparte avec une défaite. Et des occasions, c'est une fin de match assez cruelle. C'est une fin de match assez cruelle, des duels litigieux, donc voilà, ça n'a pas joué en notre faveur, c'est comme ça, c'est le football. C'est comme ça, c'est le football, comme dit Ruben Aguilar. On va maintenant s'intéresser aux rencontres qui avaient lieu ce dimanche, avec tout d'abord la première rencontre, la rencontre du dimanche à 13h, avec le Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de Nice, qui avait envie de se rassurer après la déconvenue face à l'Olympique de Marseille. Eh bien, le Paris Saint-Germain s'est rassuré car les Parisiens s'imposent 3-0. Des buts signés Kylian Mbappé, 38e minute de jeu sur penalty. Ensuite, Angel Di Maria, 45e. Et en fin de match, non pas vraiment, Marquinhos à la 66e minute de jeu qui va clore le score pour cette équipe de Paris. Avec, on va l'écouter, les réactions de Patrick Vieira, l'entraîneur de Nice, qui dit simplement il faut faire plus au quotidien pour se rapprocher de cette équipe parisienne. Et Kylian Mbappé, l'important, vous allez l'écouter, c'est les 3 points. C'est un match où on a commis trop d'erreurs dans la phase défensive. On connaissait la force de cette équipe au niveau de la qualité individuelle. Et notre plan de jeu, c'était vraiment essayer de jouer le 2, voire le 3 contre 1 pour les empêcher de rentrer à l'intérieur. Et malheureusement, sur les 2 premiers buts qu'on prend, on a très mal joué cette supériorité numérique. Et à partir de là, on s'est mis en danger. On voulait vraiment se concentrer parce qu'on savait que c'est une équipe qui aimait redoubler de passes. C'est une équipe qui cherchait les joueurs entre les lignes. Et dans ce domaine, je pense qu'on a été bon. Mais dans une deuxième phase, à partir du moment où le ballon est sur le côté, on avait l'obligation de venir et de jouer le 2 contre 1. Parce qu'à 2 contre 1, on aurait eu plus de chances de gagner le ballon et mettre l'adversaire en difficulté. Et malheureusement, ce manque d'agressivité nous a fait défaut. Parce qu'au niveau nombre, je pense qu'on était présent. Mais il nous a manqué cette agressivité pour pouvoir gagner le ballon. Il faut qu'on continue à travailler là-dessus. L'entraîneur, les joueurs avec un peu plus d'expérience, on doit l'intégrer au quotidien à l'entraînement. On doit être derrière les joueurs, on doit être beaucoup plus exigeant avec soi-même pour changer et améliorer cette agressivité qui nous fait défaut. Et si on n'arrive pas à changer ça, on risque d'être en difficulté. J'étais content de renfiler le maillot, j'étais content. Je suis resté qu'une semaine, mais ici, quand tu loupes une semaine, tu loupes 10 matchs. Donc voilà, j'étais devant ma télé, je voulais que revenir, aider l'équipe, et voilà, j'étais content. Après, en deuxième mi-temps, il y a eu quelques trous, quelques pertes de balles, mais voilà, le plus important, c'est la victoire et c'est l'équipe. C'était quand même une période compliquée. Voilà, marquer des buts, c'est bien, mais voilà, c'était pas facile ces derniers temps. Et voilà, retrouver une victoire avec la manière, ça fait du bien. Les joueurs, je leur reproche... Ça fait du bien, comme le dit très bien Kylian Mbappé, forcément, lui qui a été aussi pas mal blessé. On va regarder ce qui s'est passé du côté du stade Saint-Symphorien. On va se diriger du côté de Metz. Metz qui recevait Reims. Reims qui s'était qualifié pour la Coupe Europa League en allant battre le Servette de Genève 1-0 cette semaine. Arrivé plein de confiance du côté de Metz. Et c'est pourtant Ibrahima Niane, 18e minute de jeu pour cette équipe de Metz qui ouvre le score. Les Messins mènent alors 1-0 avant que Boulaye Dia, l'ancien joueur de Jura Sud Foot, d'ailleurs il est convoité par énormément de clubs, n'inscrivent le but égalisateur à la 43e minute de jeu sur pénalty. Et finalement, en fin de rencontre, les Messins ont poussé. Ils ont été récompensés par Ibrahima Niane qui a inscrit un doublé, 88e minute de jeu. Et ça fait 2-1 pour cette équipe de Metz. On va écouter, je vais plutôt vous retranscrire ce qu'a dit l'entraîneur de Metz, Vincent Ognon. Il déclare « La victoire n'est pas illogique, en tout cas elle est importante. Cette fois-ci, on a mieux géré la supériorité numérique. Il faut savoir que Metz évoluait à 11 contre 9 au Parc des Princes ce mercredi et s'était incliné à 1-0. Alors tout n'a pas été parfait, mais on a été patient et
et on a eu la volonté d'avancer. J'ai trouvé mon équipe très solide mentalement pour aborder ce match, c'était important. On aurait pu faire mieux, on le sait, mais on a fini par trouver la solution. Nian peut faire encore beaucoup mieux, mais il a marqué, il ne doit pas se reposer sur ses lauriers, il doit s'étoffer, prendre la mesure de ce championnat. Les coups de pied arrêtés sont des moments importants. Et la réaction également de David Guillon, l'entraîneur de Reims. Évoluer à 10, c'est beaucoup d'efforts physiques et psychologiques. On fait 2 mi-temps à 10, plus le match de Coupe d'Europe entre les deux. Comme je vous disais, le Reims s'était imposé 1-0 du côté du Servette Genève cette semaine. Cela fait beaucoup. La première période était très intéressante. On aurait mérité de mener au score. Les Messins ont certes ouvert le score, mais mon équipe a fait preuve de caractère. On est normalement revenu. On est sur une mauvaise dynamique, c'est difficile, mais je trouve que par rapport à cet après-midi, il y a des signaux positifs. Sur le premier but encaissé, c'est un problème de responsabilité individuelle. Sur le deuxième, un manque de rigueur. On sait que les échéances à venir sont difficiles. On a un jeune groupe, des jeunes joueurs. Ils apprennent, à nous de leur amener de la confiance. C'était ce qu'avait déclaré David Guillon après la rencontre face à Metz. On va maintenant se diriger vers une autre rencontre, plutôt un derby breton, du côté de Brest qui recevait l'équipe de Lorient, où il y a eu beaucoup de buts. Brest s'impose 3-2 dans cette partie, avec tout d'abord Romain Perrault, 30e minute de jeu, qui marque pour cette équipe de Brest. Steve Mounier, à 32e minute de jeu, qui marque également. Steve Mounier qui était déjà passé par ici. On l'avait reçu quand il était, si je me souviens bien, du côté de Nîmes. 32e minute de jeu, Brest mène alors 2-0. Ensuite, Christophe Herel, lui, va marquer contre son camp en 34e minute de jeu. Et c'est Franck Honora qui a marqué aussi également, l'ancien Sochalien, à 62e minute de jeu, d'une belle reprise de volée. C'est vrai qu'il a beaucoup de pression du côté de Brest. Il a été acheté pour 5 ans par le Stade brestois à l'équipe au club de l'AS Saint-Etienne pour 5 millions d'euros. Donc forcément, ça met un petit peu de pression sur les épaules. Mais le garçon est solide et en tout cas, il marque un beau but. Et Thomas Monconduit pour le FC Lorient, l'ancien joueur d'Amiens, qui a suivi son entraîneur. 90e minute de jeu, mais ça fait 3-2. La réaction de Gaëtan Charbonnier, le buteur de cette équipe, il n'a pas marqué ce week-end, mais en tous les cas, c'est un excellent buteur. On a fait un bon match, même si on doit encore travailler certaines phases de jeu. On est tous dans la même idée de créer du décalage par du jeu court. Le plus dur est de se créer des occasions. On a un jeu à risque, on concède aussi des occasions. Par rapport à l'année dernière, on défend plus en avançant avec ce pressing. Tu mets davantage l'adversaire en difficulté. On a eu une grosse réaction après Nîmes. On est dans la continuité. Et on écoute aussi Christophe Pélissier qui dit cela fait 4 journées que le public se régale parce qu'il y a beaucoup de buts. Malheureusement, c'est souvent contre nous. Cela fait 2 week-ends qu'on enchaîne les 2-3. On ne doit pas être loin de figurer parmi les meilleures attaques du championnat. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on est la plus mauvaise défense. Ça, c'est vrai. On sait où on doit travailler. Nous avons un déficit de puissance sur certains postes qui nous fait mal. Cela a été un match spectaculaire. Les deux équipes avaient envie de se rendre coup pour coup. Il faut qu'on soit plus exigeant, plus concentré, même si notre déficit de puissance est difficile à combler à court terme. C'était la réaction de Christophe Pélissier après la rencontre face au Stade brestois. On va maintenant regarder ce qui s'est passé sur d'autres terrains. On va aller du côté de la Méno. Si je vous dis la Méno, vous allez me dire Strasbourg, bien évidemment, avec un duel entre mal classés qui ont mal débuté cette saison. Donc malheur aux perdants, même si la saison est encore longue, bien évidemment. Mais c'était un match très important et c'est un match qui va se terminer par 1-0 et à l'avantage des Strasbourgeois par Mitrovic sur un excellent service de Dimitri Liénard. On connaît sa patte gauche, il la dépose littéralement sur la tête de Mitrovic qui trompe le portier dijonnais. Ça fait 1-0 et on en restera là. C'est une victoire importante pour l'équipe de Strasbourg. Je vous donne la réaction de Stéphane Jobard, l'entraîneur de Dijon, qui forcément est sur la sellette dès qu'un entraîneur perd plusieurs matchs. Il est souvent pointé du doigt. Il déclare simplement « J'étais plutôt satisfait de la première mi-temps. On a concédé peu d'occasions. Il a manqué le dernier étage de la fusée pour peser dans les derniers mètres. En deuxième mi-temps, on a trop rendu le ballon aux Strasbourgeois. Et ce qui devait arriver arriva. Il y a eu des situations de centre, de frappe. Il y a eu des points d'appui, mais un manque de justesse dans la dernière passe. Je possède trop peu de joueurs avec cette attirance vers le but pour être efficace. Il y a des points positifs. J'ai trouvé qu'il y a un peu de mieux. Ce n'est pas dans mon ADN de baisser les bras. Il faut vite trouver la formule
qui va nous permettre de récolter des points. C'était un copier-coller de la saison passée. Le groupe est en construction, il faut du temps, on va faire avec les moyens du bord. Mais ce que j'ai vu cet après-midi m'a réconforté. Et on va écouter la réaction de Kenny Lala, le joueur de Strasbourg, qui revient sur le fait que cette victoire leur fait beaucoup de bien. Ça fait du bien, je pense qu'on avait besoin. Voilà, ça a pris du temps, on a attendu la 4e journée, mais je pense qu'aujourd'hui on a fait de bonnes choses et puis voilà, c'est mérité malgré tout. Première mi-temps, je pense qu'on s'est beaucoup concentré sur ce qu'on avait travaillé cette semaine. Ça veut dire on cherchait beaucoup à trouver les espaces. On a pas mal réussi, mais ça manquait, j'ai envie de dire, de réalisme dans le dernier geste ou quoi que ce soit. Et puis après, on est en deuxième mi-temps. Et au début, ça a été un tout petit peu compliqué parce que voilà, on n'a pas l'habitude de jouer des matchs à 15 heures, donc il faut prendre l'habitude. Mais après, voilà, quand on était bien dedans, on a continué à pousser. Puis après, on s'est vraiment lâché. Là, on a eu vraiment des occasions franches. Et voilà, il y a ce but qui nous délivre, on va dire. C'est sûr qu'aujourd'hui, on aurait aimé avoir le stade rempli, mais on sait qu'on va devoir attendre encore pas mal de temps pour ça, donc il va falloir faire avec. Mais j'ai envie de dire, même avec 5000, voilà, c'est déjà très bien. Je pense que l'ambiance, on l'a vraiment senti quand on commence à pousser. Donc c'est sûr qu'ils nous font du bien et on a hâte de retrouver une méno pleine, c'est sûr. Il a hâte de retrouver une méno pleine. Ben, nous aussi, on a hâte de retrouver des stades pleins pour vivre des ambiances parce que, bon, je veux bien les bruits qui sont mis, les bruits de supporters qui sont mis justement par la Ligue et puis sans doute par les clubs, c'est bien, mais bon, ça ne remplace pas les supportrices et supporters dans les stades de football. Et justement, il a parlé de quelque chose, il a parlé justement de cette absence dans les stades. Donc du côté de Strasbourg, il y avait 5000 comme dans beaucoup d'autres stades. Mais du côté de Nice, ça fait plusieurs fois que les matchs sont à huis clos, notamment le match Nice-PSG, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais en tout cas, Kenny Lala me tend la perche. Vous allez écouter la réaction des supportrices et supporters de cette équipe de Nice qui sont en colère suite au huis clos. On les écoute. On essaye de le comprendre, mais moi, même en essayant de comprendre, je ne comprends pas très bien tout ce qui se passe. Pour moi, déjà pour le premier match, on va dire personnellement, j'étais dans les supporters qui pouvaient assister au match. Pour moi, c'est comme si quand vous donne un cadeau de Noël à un enfant et que vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit d'y toucher. Je ne comprends pas que dans un stade de 35 000 personnes, on ne peut pas espacer 5 000 personnes. Oui, c'est un petit peu dommage, mais bon, après maintenant, la situation elle est telle qu'elle est. Ça joue aussi bien sur le foot, sur les matchs que sur les supporters. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est surtout comme ça à Nice, où les décisions se prennent très très rapidement et on ne peut rien prévoir, quoi. Alors objectivement, si on regarde comment ça se passe actuellement, je pense qu'on n'est pas prêt d'aller revoir un match à l'Allianz Riviera, au moins pour cette année. C'est un petit peu dommage parce que la Coupe d'Europe va redémarrer dans à peu près un mois. Donc c'est ce côté-là qui est un petit peu dommage. Mais en championnat, c'est pas gagné. Je ne comprends pas que dans d'autres stades, il y a 5000 personnes et comme nous, par hasard, ça fait deux fois on nous met à huis clos. Alors, ou c'est tout le monde, ou c'est personne. Voilà. Et après, une autre chose que j'ai du mal à avaler, c'est pourquoi on fait une campagne d'abonnement alors qu'on ne peut pas aller au stade. Ça, il faut qu'on me l'explique. Voilà, c'est tout. Je parle pour moi et je parle pour l'ensemble de tous les supporters de l'OGC Nice. Et il est évident que dans un stade, donc nous, le stade de l'Alliance fait 33 000 à peu près. Je pense qu'on pourrait mettre plus que 5 000 personnes. Mais après, bon, quand on voit sur certains trajets dans le tram, là je suis venu en tram jusqu'au stade, le tram est bondé. Et là, il n'y a pas de restriction de jauge. Donc, on se pose certaines questions par rapport à ça. Voilà. Et je pense que pour l'équité du sport, il faudrait que toutes les équipes, en fait, jouent à huis clos. Je ne vois pas pourquoi Nice joue à huis clos, Bordeaux va jouer à huis clos. Et les autres équipes ont le droit d'avoir des supporters. Pour une équité sportive, tous les clubs ne devraient pas avoir de supporters, quoi. C'était chez nos confrères de RMC Sport. C'est vrai que c'est assez compliqué. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fred, justement, voilà. Ouais, du Larsen. Tu sais pas ce qui se passe. Oui. Il y a des petits problèmes avec le son. Bon, on commence à être un petit peu habitué. Oui, Fred, dis-nous un peu son sentiment justement sur les matchs à huis clos. Certains stades sont à huis clos, d'autres ne sont pas à huis clos. Qu'est-ce que tu penses justement de tout ça ? Qu'est-ce que je dise ? Je sais pas, ton sentiment. Je ne sais pas trop. Hein, c'est les municipalités, puis les clubs et puis
Puis la ville qui décide. Oui, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, le match contre Rodez du côté du stade Bonal devait au départ être à 5000 et ensuite devait être à 6500, pardon, et ensuite il a été devait être à 5000, après il est passé à 6500 et après il a été ramené à 5000. Bon, on sait que le Doubs. C'est déjà pas mal, 5000 spectateurs. Oui, puis on sait que le Doubs et le territoire de Belfort sont dans la phase, on va dire, active du virus. Hein. Donc après, on va attendre parce que je crois qu'il y a des décisions qui vont être prises aujourd'hui, il me semble, par le gouvernement ou par les préfets. Je ne sais plus. On attend pour le nôtre puisqu'on est en zone rouge, donc on est. Oui, on est en plein dedans, hein. On est dans la zone. Depuis ces jours-ci, hein. C'est tout récent. Hein. C'est ça, c'est tout récent. Donc on ne sait pas si on pourra aller voir les matchs ce week-end ou alors à forte réduction, peut-être, on ne sait pas. Peut-être. Donc on va suivre ça avec intérêt. On en reparlera la semaine prochaine, de toute façon. Oui, exactement. Donc là, je voulais donner justement donner le sentiment des supportrices et supporters de Nice, qui n'étaient pas très contents et forcément en colère pour le huis clos contre le Paris Saint-Germain. On va maintenant regarder ce qui s'est passé sur les autres terrains et on va aller du côté de Montpellier. Montpellier qui réussit aussi un bon début de saison. Montpellier qui recevait Angers et Montpellier qui va s'imposer 4-1 face à une équipe qui ne lui réussit pas toujours. Et ça commence par Arnaud Souquet, 18e minute de jeu, qui ouvre le score pour cette équipe de Montpellier. Ensuite, c'est Bauken qui lui répond à la 25e minute de jeu avant que Andy Delors marque un doublé, 43e et 60e minute de jeu. Et en fin de match, c'est Florent Mollet qui met un beau but à la 86e minute de jeu. Et ça fait 4-1. On va écouter tout d'abord la réaction de Stéphane Moulin qui lui dit simplement on avait opté pour un système qui n'était pas trop mal en première période, c'est le 5-3-1-1. On n'a pas été trop dangereux, mais on a marqué un joli but. J'ai changé de système à la mi-temps et je suis revenu en 4-1-4-1 pour être plus dangereux et revenir au score. J'ai bien vu que pour réussir face à Montpellier, il vaut mieux être à 5 en défense. Je le savais, je l'assume pleinement. Au-delà des performances individuelles qui n'ont pas été bonnes, je le prends en moi. Le but de Delors, juste avant la pause, nous fait très mal. J'ai senti de la déception dans le vestiaire. J'ai voulu redonner un nouvel élan en changeant de système. Montpellier a mis 3 buts à Nice, 2 à Lyon. Il nous en met 4. Il est performant sur le plan offensif. Il est meilleur que nous. Il l'a montré à travers ce match. Pour faire un résultat à Montpellier, il fallait être à notre meilleur niveau. On ne l'a pas été. La sanction est tombée d'elle-même. Je suis un peu inquiet. On doit prendre conscience que cela va être difficile. On a 3 semaines pour rééquilibrer notre effectif. Tout le monde en a pris conscience. Donc forcément, il parle du mercato qui se termine le 5 octobre. En raison du Covid, il a été rallongé. On va écouter maintenant la réaction de Michel Derzakarian qui lui dit simplement cela fait 3 ans que cette équipe nous embête. Bien sûr qu'on fait une semaine extraordinaire avec 2 grosses équipes en début et puis une bonne équipe de notre championnat, solide, qui nous enquiquine depuis 3 ans. On a eu du mal à la gagner. Et on fait une très belle semaine. Très heureux. Ouais. Oui, moi je trouvais qu'en première mi-temps on était moins fringants, on avait moins de cannes. En deuxième mi-temps on avait beaucoup plus de jambes. Les joueurs qui sont rentrés ils ont amené du positif, ils ont amené du gaz. Et voilà, on fait une semaine en 3 matchs, 9 buts. C'est-à-dire marqué sur la semaine, c'est une très belle prestation de notre part. Ouais. Une très belle prestation des Montpelliérains, c'est vrai. Ils font un excellent début de saison pour le moment. Après, ce n'est que la 4e journée, mais bon, il vaut mieux bien commencer et engranger des points. Et surtout dans le jeu, ils sont fringants et c'est ça qui est le plus important. On va maintenant regarder ce qui s'est passé avec la rencontre qui avait lieu ce dimanche à 17h avec Nantes qui recevait l'AS Saint-Etienne. Aussi pas mal de buts dans cette rencontre. 4 buts au total, 2 de chaque côté. Égalité parfaite. Pourtant, ça commence fort pour l'AS Saint-Etienne qui est en confiance en ce moment, qui arrivait en position de leader du côté du stade de la Beaujoire. Et c'est Adil Aouchiche qui marque son premier but dès la 2e minute de jeu. Et ensuite...
C'est Ivan Masson, 66e minute de jeu, qui marque le second but pour Saint-Etienne. Ça fait 2-0. On se dit que les Stéphanois vont se diriger vers une victoire, mais c'est sans compter sur l'envie et la pugnacité des Nantais qui vont égaliser, enfin qui vont tout d'abord réduire le score par Moses Simon à la 71e minute de jeu, avant que Renaud Aymon, 85e, ne marque le but égalisateur face à Saint-Etienne, 2 buts partout. On va écouter le défenseur central Nicolas Pallois qui lui dit on est revenu ce soir, c'est ce que l'on va retenir de cette rencontre. Et Adil Aouchiche qui lui est fier de son premier but et puis il a de quoi être fier. Non, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est revenu. On perd 2-0 et on revient à 2-2. Donc je pense que l'état d'esprit était là et il faut garder ça. Après, c'est dommage que Simon ne mette pas la dernière occasion, mais je pense que voilà, le groupe vit bien et je pense qu'il faut garder cet état d'esprit pour le prochain match. Ouais, de toute façon, ça va pas changer, ça va pas changer grand-chose. Je pense que on va dire que chaque année, il y a toujours des petits soucis avec ça, mais c'est comme ça fait partie du football. À nous de faire plus et de marquer sans qu'il y ait la VAR ou une décision inverse de l'arbitre. Ouais, c'est comme ça, je pense qu'on demande. Je pense pour certaines équipes, ils demandent peut-être un peu trop. Et pour Nantes, peut-être pas assez. Donc c'est dommage que ça soit pas dans les deux sens. Après, ça reste comme ça. De toute façon, on n'y peut rien. Et voilà, il faut faire avec. Je pense ce qu'il faut retenir, c'est pas l'arbitre, c'est l'état d'esprit de l'équipe à être revenu à 2-2 ce soir. Forcément, un sentiment de joie, de fierté. Pour les 3 premiers matchs, j'ai eu des opportunités, c'est pas rentré. Voilà, donc ouais, j'étais fier, j'étais content surtout pour l'équipe parce que c'était un but dès le début, donc qui nous a fait énormément de bien. Donc ouais, très content. Vous avez touché un ballon déjà dans ce match? Je crois pas, franchement là on parlait de ça dans le vestiaire, je pense pas. Je crois que c'est mon premier ballon, ou peut-être mon deuxième, mais je pense que c'est mon premier, ouais. Ils ont beaucoup poussé. Voilà, je pense que tout le match, ils ont eu entre guillemets la possession, ils ont pas mal poussé, surtout en fin de match pour essayer de revenir au score. Donc voilà, ils n'ont pas démérité non plus. Après, je pense que voilà, on est ensemble, on est compact, mais on l'a pas été jusqu'au bout. Après, ils ont un peu de chance quand même sur le deuxième. Mais ouais, c'est dommage pour nous. Dommage parce que mener de 0 à l'extérieur, c'est pas donné à tout le monde. On avait fait le plus gros. Après, on se fait remonter, mais on va travailler sur ça et d'être plus dur et plus compact pour les prochains matchs. Ouais, franchement, ça c'est une satisfaction. C'est plutôt pas mal de faire 2-2 ici. En plus, ils avaient tout le public avec eux. Ils avaient une semaine pour préparer le match. Nous, on sait qu'on a eu 3 matchs d'affilée. Après, voilà, c'est pas des excuses, mais voilà, faut en tenir compte. Mais c'est plutôt un positif pour nous et c'était un bon score qu'on est parti chercher. C'était Adil Aouchiche, le joueur de l'AS Saint-Etienne, qui a marqué dès la 2e minute de jeu. On passe maintenant au format de cette 4e journée, au grand format plutôt, entre l'Olympique de Marseille qui recevait Lille. Lille va ouvrir le score rapidement, non, à la 47e minute de jeu sur une belle combinaison de Luis Arroyo. 1-0 pour cette équipe de Lille qui aurait pu, juste après l'engagement sur ce but, marquer le deuxième. Mais c'est Yilmaz qui frappe le poteau. Cette équipe de Lilloise était survoltée et a carrément, on va le dire, mangé cette équipe de l'Olympique de Marseille. Après, les Marseillais sont revenus en deuxième période avec un peu plus d'envie. Et ensuite, ils ont égalisé sur un corner et une belle tête de Valère Germain. Il est immobile, hein, il saute, mais bon, il a le beau tempo et il marque de la tête et ça fait un but partout. Lille peut avoir des regrets sur cette rencontre car Lille semblait supérieur en tous les cas dans cette première mi-temps. On va écouter justement André Villas-Boas qui lui on a dit simplement que son équipe est capable de faire beaucoup mieux. Et Christophe Galtier, on peut nourrir des regrets et on le comprend bien, l'entraîneur de cette équipe de Lille. Je ne vais pas m'épancher sur Marseille. Je parlais de notre match, notre prestation et à vrai dire, tout à l'heure, j'ai reçu un message. On en reçoit beaucoup après les matchs.
Et quelqu'un m'a écrit, dans le football, il ne faut pas blesser l'adversaire, il faut le tuer. Et on n'a pas su tuer le match. On a toujours laissé en vie Marseille, alors que nous avions eu beaucoup de situations. Nous avons été malheureux sur 2 poteaux, mais on a eu en face un très bon Mandanda. Et voilà, on s'est créé beaucoup d'occasions franches. Et tant que dans le football, vous n'avez pas mis ce deuxième but, on n'est pas à l'abri d'un coup de pied arrêté. Marseille est, dans ce début de saison, très efficace sur les coups de pied arrêtés, que ce soit les coups francs excentrés, soit de Dimitri, soit de Flo Thauvin. Et sur le corner, ils ont égalisé. Voilà, il y a une grande frustration, je ne vais pas vous parler de colère, mais une grande frustration parce que je pense que sur le match, nous méritions d'avoir les 3 points. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. C'est dommage quand on connaît l'importance de certaines confrontations. On a vu, nous, la saison dernière, quand on n'a pas pris de points contre Marseille, on a fini 4e. Là, on avait l'opportunité de prendre 3 points et d'être en haut, mais voilà, ça s'est joué à, non pas quelques minutes, mais ça s'est joué sur les occasions franches qu'il fallait convertir en but. On a quand même un peu d'équilibre dans le match tactiquement intéressant. On a venu sur le double pivot, 4-2-3-1, comme on a fini à Lille la saison dernière, dans la deuxième mi-temps, qui nous a permis de renverser le match, sauf qu'on a raté plusieurs passes dans la construction de jeu. Et bon, ça c'est une chose qu'on doit absolument travailler pour améliorer, donner un peu de confiance à la centrale, à sortir de Steve aussi. Et c'est ça, on subit le but, le deuxième ballon qui tombe derrière Camara et Rongier, dans les mouvements sur l'interne de Bamba, que trouve après Louise à la profondeur et font le 1-0 et quasiment 2-0, évidemment, à 47 minutes. Je pense que la fatigue nous est arrivée à 70. On a fait un peu de changement pour donner un peu de vélocité et de profondeur. Ça nous a donné un peu plus d'intensité. On a commencé à gagner des tirs, des corners, et à la fin, on a fait le même but qu'on a fait là à Lille. On frappe de Sanson pour un but de Valère dans la zone que Valère le plaît bien et sait bien attaquer. Alors quasiment le même but que la saison dernière. Félicitations aussi à Lille parce qu'ils ont continué à jouer, à attaquer, un match intéressant. Un peu plus de temps et le match peut tomber à une autre équipe. Mais oui, content à la fin. Parce que sur la fatigue jeudi, dimanche, on a réussi quand même un point contre un rival direct et on continue. Maintenant, on va se reposer pour Metz. Et je pense qu'on peut faire mieux que ça. C'était André Villas-Boas qui revenait sur ce match nul entre Marseille et Lille. Du côté de Marseille, une nouvelle arrivée, un nouvel attaquant qui arrive du côté des Marseillais avec Luis Enrique qui arrive du club brésilien de Botafogo. Tu as dû voir cette info, Fred, hein? Oula. Ouais, il y a des Larsen, là. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas trop, voilà. On essaye de bouger les micros, mais voilà. Voilà, il y a des gros soucis. Bon. Problème de son là, oui. Oui, il y a des problèmes de son. Bon, ça, c'est assez souvent. On a l'habitude. Luis Enrique, je me dis, mais c'est un nom qui est plus. Je me suis dit, il y avait un joueur espagnol qui s'appelait comme ça aussi. Mais oui, c'est vrai. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'Espagnol qui était. Non, c'est un Brésilien. Non, c'est un Brésilien, un tout jeune Brésilien. Il a 18 ans et il jouait jusqu'à maintenant du côté de Botafogo. Montant du transfert, avec un contrat de 5 ans à la clé, montant du transfert à 10 millions d'euros. Alors bon, c'est vrai qu'hier soir, chez nos confrères de Téléfoot, André Villas-Boas avait dit qu'il arriverait sans doute mercredi, mais il n'a pas voulu dévoiler son nom. Maintenant, c'est chose faite. Il y a des fuites. Oui, après il y a toujours des fuites, mais de toute façon il a dit au revoir à tous ses coéquipiers hier. Luis Enrique, donc ce sera en tout cas il va arriver du côté de l'Olympique de Marseille. Je vous donne les rencontres. Oui, c'est vrai que là ça va mieux. Le son, dès que je coupe ton micro, c'est quand même bizarre. Dès que on va regarder ce qui va se passer pour la prochaine journée, ce sera la 5e journée qui débutera ce vendredi 25 septembre. À 21h, Lille recevra Nantes. Samedi 26 septembre,
Poursuite de cette 5e journée avec 2 rencontres, une à 17h avec l'AS Saint-Etienne qui recevra le Stade Rennais et à 21h l'Olympique de Marseille qui recevra le FC Metz. Ce dimanche 27 septembre, poursuite et fin de cette 5e journée avec tout d'abord à 13h le fameux match du 13h, Bordeaux qui recevra l'OGC Nice. Ensuite à partir de 15h, plusieurs rencontres au programme. Tout d'abord l'AS Monaco qui recevra le Racing Club de Strasbourg, Dijon qui recevra Montpellier avec la victoire au bout pour les Dijonnais car ça devient impératif. Nîmes qui recevra le Racing Club de Lens. Angers qui recevra le Stade Brestois. Et à 17h, l'Olympique Lyonnais se déplacera du côté de Lorient. Et le grand format de cette 5e journée, ce sera le Stade de Reims qui recevra le Paris Saint-Germain. Bon, un petit déplacement pour le Paris Saint-Germain car Reims n'est pas très loin de la capitale. Oui. Oh, une petite centaine de kilomètres. Oui, à peu près, ouais, à peu près. C'est pas très loin. Hein, Non, c'est juste à côté. C'est pour ça que je disais un petit déplacement. Oui, c'est un petit déplacement. Ouais. Et ce sera à partir de 21h. On vous donne le classement quand même. Oui, le classement avec l'AS Saint-Etienne qui est en tête avec 10 points, suivi du Stade Rennais, 2e avec 10 points. Ensuite, on retrouve 3e Montpellier avec 9 points. Le Racing Club de Lens est 4e avec 9 points. Ensuite, 5e Lille avec 8 points. Marseille est 7e avec 7 points. Le Paris Saint-Germain est 8e avec 6 points. En bas de classement, on retrouve 18e Strasbourg qui marque ses premiers points, 3 points. Reims, le Stade de Reims qui est toujours à 1 point. Et 20e Dijon avec 0 points. Du côté des buteurs, Memphis Depay, le Lyonnais, on est à 4 buts. Gaël Kakuta du Racing Club de Lens à 3 buts. Et Ganogo de Lens est également à 3 buts. Eh bien, on a terminé la Ligue 1. On va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé du côté de la Ligue 2 BKT avec